Guerre commerciale, bientôt l'épilogue, c'est notre grand angle. « 90 accords en 90 jours, le compte n'y est pas, mais la stratégie offensive de Donald Trump sur les droits de douane se poursuit. Le président américain a signé des décrets prévoyant une surtaxe douanière avec ses partenaires, avec quand même ce nouveau délai, je vous le disais. Il devrait entrer en application aujourd'hui, ce sera finalement le 7 août 2025. Alors pour en parler, et justement pour essayer de comprendre, est-ce que Donald Trump a gagné cette guerre commerciale? Est-ce qu'il est en train de changer l'économie mondiale? Nous sommes avec deux économistes. Vincent Ponce, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur à la Harvard Business School, université en guerre contre Donald Trump ou Donald Trump en guerre contre l'université. On va y revenir. Et vous travaillez sur l'affaiblissement de la démocratie, ses manifestations à travers le monde et les solutions possibles. Nous sommes aussi en direct avec Bruno Coleman. Bonsoir, vous êtes économiste belge, professeur à l'ULB et l'UC Louvain. Merci d'être avec nous. Alors pour vous, cette guerre commerciale n'est qu'une étape afin d'affaiblir la devise américaine pour alléger le poids de la dette publique des États-Unis. Et c'est vrai qu'elle est très forte, importante, cette dette. Alors, depuis le Liberation Day, le 2 avril, que nous avons tous suivi, Donald Trump, il a fait beaucoup de volte-face. Et dernière en date, donc ce délai de 7 jours, comment vous l'expliquez? Alors c'est vrai que il y a énormément de volte-face, il y a des annonces, des contre-annonces, donc c'est difficile de suivre le fil. À la fin, quand même, ce qui se profile, c'est un changement d'équilibre, puisque on avait un monde qui était globalisé, avec des échanges très intenses. C'est les États-Unis, d'ailleurs, qui ont participé à la mise en place de ce monde. Et aujourd'hui, on a un nouvel équilibre où les droits de douane imposés par les États-Unis sur le reste du monde seront au minimum de 10% sur tous les pays, et pour certains pays comme le Canada, beaucoup plus élevé, 35%. Oui, effectivement, un retour en arrière, je crois que c'est du jamais vu depuis 1935. Bruno Coleman, là aussi vous expliquez encore ce délai, pourquoi? Officiellement c'est pour que les douaniers se mettent en ordre de marche, mais est-ce que c'est plausible? Écoutez, je crois qu'on est dans un processus qui est loin d'être terminé. C'est un processus itératif, par essai et par erreur. Et contrairement à des mesures des années 30 au cours desquelles il y a des droits de douane massifs qui ont été imposés à toute une série de pays, aujourd'hui, de manière très granularisée, très fine, Donald Trump essaie de voir quel est le meilleur deal pour les États-Unis. Et donc, on n'est pas du tout au bout d'un processus. En fonction du contenu importé de chaque industrie américaine, il y aura des modalités différentes qui vont s'appliquer. Donc, le monde entier doit s'attendre à avoir on va dire un paysage mouvant en matière de droits de douane. Et comme vous l'avez dit, derrière tout ça, il y a un autre problème qui va bientôt se présenter, c'est le dollar. On sait que le dollar est sur une pente descendante assez forte maintenant, mais si à un moment aux droits de douane s'ajoute un affaiblissement fort du dollar, c'est vraiment la double peine, c'est-à-dire qu'on aura vraiment un impact massif sur le commerce international. Alors, les droits de douane rendent l'Amérique à nouveau grande et riche. Évidemment, c'est Donald Trump, il le disait hier, il le tweetait sur son réseau social. C'est toujours la même méthode, Donald Trump, c'est-à-dire aller à l'offensive et finalement fragiliser ses adversaires. Vous qui êtes à l'université d'Harvard, vous avez pu le voir de vos yeux, que ça marche comme ça? Il a un seul rapport de force. En fait, il enfreint tout un ensemble de règles sur la façon dont la politique doit être menée aux États-Unis. C'est le cas, par exemple, pour la politique avec les universités, puisqu'il force les universités, récemment l'Université de Columbia, l'Université de Brown, à signer des deals dans lesquels ces universités s'engagent à verser des centaines de millions de dollars à l'administration américaine. Il utilise la même méthode avec ses partenaires commerciaux, y compris ses plus anciens partenaires, le Mexique, le Canada, l'Union européenne. Et à la fin, le problème, c'est que cette méthode semble fonctionner puisque l'Union européenne s'est pliée aux demandes de Donald Trump sans obtenir grand-chose en échange. Elle a accepté que des droits de douane de 15% soient mis sur toutes les importations de biens européens vers les États-Unis. Oui, on va revenir à cet accord qui a été signé dimanche dernier avec des images assez fortes. Il a annoncé quand même 90 accords en 90 jours, Bruno Coleman. On va voir, alors il y en a au moins 6 qui ont été signés, voire 7 avec le Bangladesh. On s'y perd un peu, je l'admets. Là, on est revenu sur ceux qui sont signés. On va revoir cette liste. On est loin du compte. Alors est-ce que c'est vraiment le jour de la victoire aujourd'hui, comme il y a eu le jour de la libération?
Non, c'est le jour du début des négociations et même avec la Chine, il y aura certainement un processus lent qui va se mettre en route parce que la nature des échanges est très importante entre ces deux pays. Mais quand on prend le cas de l'Europe en particulier, il y a aujourd'hui un engagement d'acheter du matériel militaire, d'acheter du matériel énergétique, d'investir aux États-Unis, mais rien de tout ça n'est clair, d'autant plus que les autorités politiques ne peuvent pas s'engager pour des entreprises privées qui elles-mêmes ne sont pas sous son contrôle. Donc, en fait, c'est ce que je disais, je pense que c'est un processus très lent, évolutif, et qui, selon sa rapidité et son accomplissement, va raidir ou assouplir la politique américaine. Donc, on est devant vraiment un monde qui est mobile, qui est plastique, et je crois que toute la présidence de Trump va être marquée par l'instabilité, le caractère non conclusif des accords qui sont en train d'être négociés. Alors on va revoir cette séquence dimanche dernier, donc Donald Trump, Ursula von der Leyen, c'est juste avant que cet accord soit signé. Alors on est en Écosse et l'ambiance, l'atmosphère est assez particulière, regardez. Vous êtes connu comme un négociateur et un faiseur d'accords tenaces. Et juste. Et juste. Et ce qui est devant nous, si nous réussissons, je pense que ce serait le plus grand accord que chacun d'entre nous ait jamais conclu. Donc j'ai vraiment hâte que cela se réalise. Jamais conclu par qui que ce soit, c'est vrai. Vincent, on pense... Comment vous analysez cette séquence? C'est vrai qu'on a l'impression que là, les Européens, via la présidente de la Commission européenne, eh bien, finalement, ils reculent et ils n'osent pas. Oui, c'est un accord très asymétrique puisque les Européens avaient la possibilité de mettre en avant le déficit de la balance commerciale européenne pour ce qui est des services et de mettre des droits de douane, d'imposer des nouvelles taxes sur les services américains. Pourquoi ils le font pas? Et même Emmanuel Macron, après, il a pris du temps. Il a dit, pour être libre, il faut être craint. Nous n'avons pas été assez craints. Ils ne le font pas parce qu'ils ont peur des conséquences négatives pour les entreprises européennes qui exportent une grande partie de leurs biens vers les États-Unis. Parce que le problème, c'est que l'objectif que se fixe Donald Trump, même s'il atteint cet objectif, n'est pas un bon objectif. C'est un objectif qui fragilise à la fois l'économie américaine, qui va devoir payer des prix plus importants, à la fois les consommateurs et les entreprises sur les biens entrants, et évidemment les partenaires commerciaux des États-Unis qui perdent une source très importante de demande pour la richesse qui est produite. Donc voilà, Bruno Coleman, une réaction effectivement à cette séquence que l'on vient de voir et au fait que peut-être que les Européens ont fait preuve de faiblesse et ça c'est peut-être compliqué pour les autres rapports de force avec la Chine, avec d'autres partenaires que tout le monde est en train de chercher, j'imagine. D'abord, ça va être un problème au niveau européen parce que Ursula von der Leyen s'est engagée pour les Européens, mais sans mandat clair, et il faut voir dans quelle mesure les pays vont l'accepter. Mais nous ne sommes pas craints parce que nous n'avons rien à faire prévaloir. Nous sommes aujourd'hui en situation de dépendance par rapport aux États-Unis, nous sommes concurrencés par la Chine, nous avons une guerre avec la Russie, et donc l'Europe est extrêmement mal prise. Et en fait, ça révèle deux choses. Ça révèle d'abord le fait que l'Europe n'est pas unie en termes de négociation, mais aussi que la politique industrielle européenne n'est pas cohérente, n'est pas homogène, n'a pas été rassemblée par les autorités européennes. Et finalement, peut-être que cette humiliation est le début d'un choc salutaire, à savoir que les Européens vont comprendre qu'il faut absolument raffermir non seulement l'aspect politique, mais industriel de leur position au niveau mondial. Un choc salutaire, vous êtes d'accord, Vincent Ponce ? J'espère que vous avez raison, mais moi ce qui m'inquiète, c'est que ce deal entérine le rapport de dépendance, le rapport presque de vassalité entre les États-Unis d'un côté et l'Europe, puisque l'Europe accepte de dépendre militairement des États-Unis en s'engageant à acheter des produits militaires depuis les États-Unis. Elle s'engage à acheter de l'énergie depuis les États-Unis, donc une dépendance énergétique également, une dépendance à l'égard d'un partenaire qui est de moins en moins fiable, qui d'une semaine à l'autre revient sur ses engagements. Donc je trouve ça très inquiétant et j'espère en effet que les Européens vont réagir et qu'ils vont comprendre qu'il faut aujourd'hui qu'ils fassent parler leur voix et qu'ils fassent émerger une troisième voie entre la Chine et les États-Unis. Et Bruno Coleman, effectivement, Donald Trump veut réindustrialiser les États-Unis, donc il veut des investissements, notamment des Européens. Alors déjà, ça c'est peut-être un peu discutable dans le sens où Ursula von der Leyen n'est pas toute seule à décider. Et est-ce que effectivement c'est une bonne stratégie ? En tout cas, à court terme, c'est une stratégie qui sera payante. On sait que l'isolationnisme à moyen terme et le protectionnisme ne sont pas des bonnes choses parce qu'on apporte de l'inflation et surtout on apporte de l'inefficacité dans sa propre économie. Mais à court terme, ça va marcher. Et d'ailleurs, on ne voit pas beaucoup d'inflation aux États-Unis. L'économie est en plein emploi. Et je crois que le mouvement qui est en train d'être mis en œuvre aux États-Unis sera payant pour Donald Trump, à tout le moins pendant les prochaines années. Et d'ailleurs, le fait est que si nous sommes nous-mêmes en situation de dépendance, et comme ça a été
été dit par M. Ponce de vassalisation, c'est bien la preuve que les États-Unis se sont investis du rôle d'impérateur au niveau mondial. Et n'oublions pas, je le disais, qu'ils possèdent la devise de référence du monde, le dollar, et que là aussi, il y a certainement des mouvements importants qu'il faut anticiper dans les prochaines années. Donc, les temps prochains vont être houleux, et je crois, au bénéfice des États-Unis. Et ce qui est frappant aussi, c'est que ces tarifs douaniers, ils sont utilisés aussi d'un point de vue géopolitique, puisqu'on le voit, le Canada annonce qu'il veut reconnaître l'État de Palestine en septembre, et là, Donald Trump dit, ah bah là ça va, on va beaucoup moins bien négocier, puis il leur donne 35% de droits de douane. On le voit aussi avec le Brésil, qui, contrairement aux autres, ne rompt pas. Est-ce que ça, c'est souvent le cas, le fait d'utiliser l'économie comme arme ? C'est de plus en plus le cas. C'est en tout cas, en effet, la stratégie qu'utilise Donald Trump. Et il faut savoir qu'il enfreint en un sens les règles et les normes du commerce international avec ses deals. Et il enfreint même les normes américaines, puisqu'en principe, c'est le Congrès qui a la prérogative de négocier les accords douaniers, les accords commerciaux avec des pays étrangers. Et là, Donald Trump décide tout seul, donc ça lui donne évidemment une très grande rapidité dans les négociations, mais ça contribue au climat d'incertitude dont on parlait, puisqu'il est tout à fait possible que les juges estiment que la politique mise en place par Donald Trump était illégale, puisqu'elle ne correspondait pas à ses prérogatives. Donc on pourrait revenir sur ces décisions. C'est ce que vous dites, la justice américaine. De la même façon que les juges aujourd'hui lui disent vous n'aviez pas le droit de couper les subventions des universités américaines au motif qu'il y avait de l'antisémitisme sur les campus, parce que ça n'a rien à voir. C'est des financements qui étaient accordés pour de la recherche en sciences fondamentales, etc. Alors Bruno Coleman, vous nous avez expliqué que là, on arrivait dans un terrain très, très mouvant. Est-ce que c'est aussi le moment où des partenariats vont se créer? Alors, la Chine avec l'Union européenne, ou est-ce qu'il va falloir trouver d'autres partenaires pour faire face aux États-Unis? Comment vous voyez la suite? Ça va être compliqué parce que si l'Europe montre de manière ostentatoire qu'elle veut d'autres partenariats, Trump risque de se raidir et d'infliger encore plus de taxes à l'Europe. Donc Trump agit de manière indirecte, c'est-à-dire qu'il peut toucher un pays qui indirectement voudrait commercer avec l'Europe qu'il veut lui-même pénaliser. Mais je crois que le sens de l'histoire est que l'Europe doit absolument trouver maintenant des accords avec l'Inde, avec la Chine, parce que d'abord nous partageons le même continent, et aussi parce qu'en termes industriels, la Chine a pris une avancée dans différents domaines, que ce soit le domaine automobile ou technologique, qui est telle que nous ne pouvons pas faire sans la Chine. Et ça d'ailleurs, ça répond à ce qui a été dit qu'en termes de services, nous étions nous-mêmes, on va dire, dominés par les États-Unis. Donc il y a sans doute un rétablissement des termes de l'échange à faire dans le domaine technologique. Vincent Ponce, comment vous voyez effectivement l'économie mondiale, est-ce qu'elle va se recomposer? Parce qu'on a changé d'ère. Maintenant, c'était la mondialisation. Maintenant, si tout le monde se recroquevillait sur soi, comment vous voyez la suite? Je pense qu'on va être dans un nouvel équilibre, en effet, où non seulement les États-Unis, mais les autres pays deviennent plus protectionnistes. Si vous réfléchissez du point de vue de l'Europe, par exemple, vous avez un partenaire possible qui est la Chine, qui voit ces produits taxés par les États-Unis. Donc, elle va devoir chercher d'autres sources de demande pour ces produits. Ça peut être dangereux aussi pour le marché européen. Et donc ça peut être dangereux tout à fait pour le marché européen, puisqu'il y a un risque d'être inondé par des produits chinois qui seraient en plus vendus à un prix tout à fait abordable et qui menaceraient la compétitivité de nos propres entreprises. Et donc, la réaction naturelle de l'Europe peut être, au contraire, d'ériger elle-même des barrières douanières avec la Chine, avec ses partenaires potentiels. Donc, l'Europe a en effet un choix à faire, et je pense que pour avoir des accords de libre-échange avec le Canada, le Mexique, la Chine, l'Inde, il faut qu'elle-même se dote d'une industrie puissante qui est capable de rivaliser avec les industries de ces autres pays. Alors très brièvement, je vais vous demander de répondre par oui ou non. Pour vous, là, Donald Trump, il a gagné ou pas? Bruno Coleman. Je crois qu'il a gagné de toute façon à court terme et c'est un message important. Bon, je le répète, je pense qu'aujourd'hui, au niveau de l'industrie européenne, dans différents domaines, que ce soit la banque, l'automobile, la technologie, il faut absolument des consolidations industrielles qui soient capables de former des groupes d'importance suffisante pour pouvoir donner, on va dire, de s'imposer face aux États-Unis. Donc on est vraiment à un moment clé en Europe et la vassalisation ne peut pas être un état permanent. Il a gagné une bataille, mais il n'a pas gagné la guerre. Et je crois que les prochaines étapes vont dépendre de la réaction de l'Europe et des autres pays et de la réaction des électeurs américains qui vont petit à petit voir les prix à la consommation augmenter et qui peut-être vont voter contre les élus républicains dès les élections de mi-mandat qui ont lieu dans un peu plus d'un an. Donc on est amené à vous revoir pour en parler. Merci infiniment d'avoir accepté l'invitation de 64 minutes. Merci à vous.